donc moi j'aurais déjà une interrogation, c'est peut-être un petit peu aussi la fatigue, mais j'ai quelques difficultés, somme toute, à relier, à essayer de croiser toute cette description de ces parcours et de ces figures particulièrement marquantes, évidemment, de cette histoire. Ça, c'est un premier constat. Et puis, alors, bon, je pense qu'il faudrait peut-être aussi se livrer à cet exercice, mais pas tant une question, d'ailleurs, qu'une demande de commentaires et d'en dire un peu plus, qui s'adresse à René Galissot, et notamment qui pose la question que tu évoques à propos de la figure de Curiel. Depuis 1936, tu disais que notamment, tu posais la question du rapport entre nationalisme et internationalisme. Et j'aimerais bien que tu développes un petit peu plus cet aspect-là. Voilà. Non, je crois que Césaire a été obsédé par le destin d'Haïti, qu'on le retrouve dans la tragédie du roi Christophe en particulier. Il savait très bien que la Martinique était un petit pays tout à fait incapable de tenir le coup s'il n'y avait pas une vision plus large, qui était ce que José Martí, Firmin, Hostos, ce 19e siècle, avait proposé la Fédération des Antillaises, parce qu'il ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Donc, et lui-même, et Fanon, obligatoirement, chercher à d'autres voies. Et, dernier mot pour la question de nationalisme et internationalisme. Si je peux vous aider, madame, je vous dirais que Jean Jaurès avait parlé de ça. Il disait qu'un peu de nationalisme éloignait de l'internationalisme et le vrai nationalisme rapprochait de l'internationalisme. Concernant la période de la négritude, je pense que déjà il y avait aussi une femme dans le numéro de l'Étudiant noir qui s'appelait Paulette Nardal, on l'oublie souvent, elle était là. Et je pense que la négritude ne s'arrête pas à ce numéro et à ça. Il y avait quand même, justement, si on parle de revues, de traductions, de textes, comme toute une presse noire en France, Le Cri des Nègres, La Race Nègre, qui publiait en plusieurs langues aussi. Enfin, toute cette démarche, dans les années 30, était déjà en cours. C'était une petite parenthèse. Et concernant 1919, il y a en effet Ho Chi Minh qui a intervenu au moment du congrès de Versailles, mais il y a eu aussi un congrès panafricain organisé par Du Bois, et il y avait donc des Africains américains qui étaient présents et des Africains où l'enjeu de l'Afrique, où ils se sont dit c'est l'occasion aussi de parler des enjeux d'Afrique. Donc, ce qui est intéressant, je ne savais pas pour Ho Chi Minh, donc ça donne une perspective aussi. C'est pas qu'il n'était pas seul dans l'histoire de ce congrès de Versailles et la prise de parole décolonisée. Voilà. Juste une remarque, peut-être. Je pense Céline le fait d'évoquer les années 17, 18, 19, 20. Congrès de Bakou, faudrait le dire aussi. Je pense qu'il y a un lien quand même très fort entre ces années 20 et les années d'indépendance, des années 60. Moi, je vois très clairement dans les archives sur lesquelles je travaille à quel point les discours parfois sont identiques. Comment certains leaders africains réutilisent des discours qui ont été formulés dans les années 20 au congrès de Bakou, donc le congrès des peuples de l'Orient, les mêmes mots. Les mêmes arguments utilisés 40 ans plus tard. Et je pense que ce lien, dans une histoire plus longue, qui ne commence pas avec la décolonisation des pays d'Afrique fin des années 50, mais plus aussi dans une recherche, parce que certains intellectuels ont lu Lénine, ont lu également certains intellectuels d'Azerbaïdjan, des républiques orientales soviétiques, qui ont fondé également des carrières politiques par la suite, mais également des théories qui vont être réutilisées par la suite. Je pense ce lien entre peuples de l'Orient, donc Asie centrale à l'époque des années 20, où il y avait déjà eu des ponts avec l'Iran, avec des intellectuels, Iran, Turquie, Chine, mais également Tunisie, l'université des peuples de l'Orient qui est créée après la révolution de 1917, elle accueille des Éthiopiens, elle accueille des intellectuels venus d'Afrique. Donc il y a déjà des liens très forts, je trouve, vraiment à souligner dès les années 20.
Donc, d'où, même si on ne parle pas que des années 60, ben, c'est pas grave, je pense que c'est important justement de revenir sur ces années 20. Voilà. Comme j'appartiens à la génération algérienne de partisans en 1962-63, toute ma vie, j'ai écrit et réfléchi sur le rapport nationalisme-internationalisme. Je n'ai fait que ça. Bien. Et j'ai écrit un article, mon meilleur article, il fait 2 pages, il s'appelle « Je ne crois pas en un seul peuple ». Et c'est parce que j'ai toujours été critique du ralliement à l'idéologie nationale et à l'utilisation du mot peuple. Donc, de la même façon, je crois que la phrase de Jaurès ne sert qu'à couvrir le ralliement à l'idéologie nationale. On ne l'emploie que pour ça, en quelque sorte pour se justifier d'être nationaliste, comme en français, le nationalisme serait, paraît-il, à droite, on dit d'être patriote. Mais il faut être sérieux, hein. Donc, je réponds à la question. Je réponds à la question par un exemple qui appartient au Parti communiste français, qui a été un des premiers à se rallier à l'idéologie nationale quand Staline a pratiqué la défense nationale depuis 1934-35. Donc, le 12 novembre 1935, l'humanité a pour bandeau le soldat inconnu a retrouvé ses camarades. C'est parce que pour la première fois, les communistes, ceux qui croient en Dieu ou ceux qui ne croient pas en Dieu, la formule est après, donc ont participé à la manifestation du 11 novembre. Ça, c'est le renversement du monde communiste. Puisque jusqu'à là, si je puis dire, le communisme maintient la position qu'il avait pris, le mouvement ouvrier, même le mouvement ouvrier minoritaire, le majoritaire est nationalisé. Donc le mouvement ouvrier minoritaire, depuis la veille de la guerre de 14, combat l'union sacrée, l'adhésion à la guerre de 14 et se démarque des anciens combattants de la Première Guerre mondiale, ce qu'on a oublié dans toutes les commémorations qu'on vient de faire. Bien. Et jusqu'en 1934-35, tous les comités centraux des partis communistes ont une commission ou un comité anti-impérialiste. C'est-à-dire que l'action communiste, c'est l'action anti, ce qui veut dire anticoloniale, antipatriotique, antimilitariste et anticléricale. Et c'est en quelque sorte le moteur de cette action qui est dans les commissions du comité central. Cette commission disparaît en 1936 parce que le ralliement au Front populaire réintroduit le mot peuple, qui n'appartient pas au vocabulaire de classe, et réintroduit d'autre part l'idéologie nationale et le ralliement à l'idéologie nationale. Alors, il faut bien comprendre l'opposition. Le deuxième congrès de l'Internationale communiste, en 1920, a séparé le nationalisme qu'il appelle révolutionnaire, c'est-à-dire le nationalisme des pays colonisés et dominés. Il y a eu des grandes discussions quand il est publié, y compris réédité par Maspero. Donc, a voté donc le soutien du nationalisme révolutionnaire, c'est-à-dire des pays dominés, parce qu'il peut être un participant de pointe du mouvement de libération révolutionnaire, y compris du mouvement social, étant donné qu'il représente, comme disait Lénine à l'époque, le milliard d'hommes des pays dominés. C'est là que le monde peut basculer. Sinon, le monde ne basculera pas. La révolution soviétique n'aura lieu que dans un seul pays. C'est l'action jusqu'en 1934-35 et qui est rejetée, il semble toute qui est supprimée en 1936. Pourquoi ? À partir de 1936, on ne fait plus la distinction entre le nationalisme des pays dominés et le nationalisme qu'on réintroduit, y compris dans l'idéologie communiste des pays dominants. Même Descartes devient un philosophe français. Donc, et l'idéologie nationale est portée au maximum
notamment dans les discours du Parti communiste français et dans les discours de Maurice Thorez en particulier, c'est-à-dire préparés par Casanova, qui supervise la stratégie coloniale. Donc c'est ce ralliement qui est important. Et ce ralliement n'a pas cessé jusqu'à aujourd'hui. D'où l'incapacité de définir aussi bien une politique européenne qu'une politique internationale. Parce que le primat est à l'État national. Les communistes sont les plus premiers partisans de l'État national. Comme si la révolution pouvait avoir lieu dans un seul État. Et qui plus est dominé par le nationalisme. Le camarade Marx avait dit que la révolution ne pouvait pas avoir lieu en Angleterre puisque le mouvement ouvrier était imprégné, dominé par l'hégémonisme britannique, de l'Empire britannique, qui interdit la révolution, puisqu'il nationalise, si je puis dire, en anglais, la défense de la politique anglaise, et il exclut les immigrants, les étrangers, etc. Donc, je rappelle ça, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas encore sorti, le mouvement ouvrier n'est pas sorti dans sa majorité de cette adhésion nationale. Il n'y a que les minoritaires ou les étudiants, comme je l'ai évoqué, ou des mouvements minoritaires qui ont continué ou repris la critique du nationalisme des pays dominants. Alors je rappelle ces masses de fond. Alors ça s'est traduit toujours dans le discours communiste. Depuis 1936, ça a été étudié par Denis Péchanski sous ma direction du reste, ça a été étudié. Le vocabulaire de l'humanité a été étudié. Depuis 1936, c'est un jeu de mise en premier ou de mise en second, soit du vocabulaire national avec le mot peuple, soit du vocabulaire de classe. Mais c'est jamais le vocabulaire national et la défense nationale n'est jamais supprimée. Elle peut être abaissée en deuxième rang, notamment à l'époque de la guerre froide, mais elle n'est jamais supprimée. Et c'est pour ça que derrière tous les discours du marxisme soviétique, comme disait Marcuse, il y a ce soubassement nationalisme qui a été établi depuis l'époque. Alors vous comprenez le handicap aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas à la fin de l'État national. Comme beaucoup me disent d'annoncer la fin de l'État national alors qu'il va encore durer comme noyau politique. Bon. Mais sans grande possibilité d'action, hein, puisque la décentralisation du nationalisme est aussi bien culturelle qu'économique, idéologique, que dans les mouvements de jeunes, etc. Alors, je dis ça simplement pour dire que l'enfermement national n'est pas surpassé, si je puis dire, et surtout l'impossibilité, en quelque sorte, de revenir à un discours internationaliste. Et alors que l'État-nation et le nationalisme, plus encore, dans les pays dominants, mais pas seulement dans les pays dominants, dans les pays créés par les indépendances de la colonisation, rendent le nationalisme de plus en plus réactionnaire, puisque le nationalisme a pour fonction de défendre les maîtres de l'État en place, si je puis dire, et pour fonction de mobiliser l'opinion dans un ralliement nationaliste, le pire ralliement nationaliste aujourd'hui. Voyez l'Autriche. Merci. Très rapidement et presque très schématiquement, le lien entre les figures qu'on a abordées aujourd'hui, il suffit de voir le cadre dans lequel on les évoque, dans le cadre de la tricontinentale, du rappel du Conseil tricontinental. Je crois que c'est ce qui les réunit, de manière, je dirais, un peu schématique. D'abord, c'est le refus de la justice, le rejet, donc le combat anticolonial, mais surtout le combat internationaliste. Je crois que chacun d'eux, à sa manière, a dépassé je dirais, le combat dans un cadre national limité pour l'aborder dans un cadre beaucoup plus large. Je crois chacun donc c'est peut-être Ho Chi Minh d'une manière différente. Il a commencé, lui, par le combat internationaliste pour ensuite se replier sur le combat national, mais avec toujours la dimension anti-impérialiste.
Hein, donc c'est un combat contre une agression internationale. Je crois que c'est un peu le lien entre ces différents personnages, d'avoir dépassé le cadre de leur pays d'origine pour aborder un combat beaucoup plus large. Et s'il vous plaît, une petite remarque, une anecdote peut-être qui fait le lien entre ces trois continents. Je crois, donc c'est en entendant à propos d'Ho Chi Minh qu'elle m'est revenue. En 1925, durant la guerre du Rif, la figure d'Abdelkrim Khattabi, qui a bénéficié du soutien très large, hein, aussi bien des peuples, des bolcheviks de France que d'Amérique latine, et des communistes français. Et Ho Chi Minh lui a ouvert les colonnes de son journal Le Paria. Mais autre lien avec l'Amérique latine, le formateur, donc celui qui a formé l'équipe ou le groupe de Fidel Castro au Mexique à la guerre de guérilla, c'est un colonel espagnol qui a été prisonnier de Abdelkrim durant la guerre du Rif, et partant au Mexique, en rencontrant Fidel Castro, leur a inculqué ce qu'il a vu des pratiques de guerre de guérilla de la part de Abdelkrim. Et dernière anecdote, c'est après la guerre, donc durant la guerre d'Indochine, il y a un Marocain originaire du Rif qui est devenu général dans l'armée du Viet Minh. Plusieurs petits points. Je me demande si notre débat sur nationalisme et internationalisme n'est pas un peu piégé par l'endroit d'où on parle, qui est la France. Si on parlait à partir de l'Espagne, à partir de la Belgique, à partir de la Suisse, je pense qu'on ne serait pas dans une telle position par rapport au nationalisme. C'est quand même une lecture très franco-française du nationalisme. Surtout si on se déplace maintenant vers des pays du Sud où on parle à partir d'un lieu, on est situé dans un pays qui a son histoire, mais on n'a pas forcément un projet limité par des frontières. Il me semble que il faut distinguer, ce qu'on pourrait, dans un jargon un peu plus scientifique, distinguer une parole qui est située d'un projet local. Et aujourd'hui, dans les paroles nationalistes françaises, et en particulier peut-être celles que vous évoquez du Parti communiste, on est dans une conception locale, c'est-à-dire où on a des frontières. Mais qu'on le veuille ou non, on parle à partir d'un endroit et d'une expérience. Et donc si on entend le national comme étant l'endroit à partir duquel on parle des expériences qu'on capitalise, des injustices que l'on a envie de réduire, il n'y a pas de contradiction. Mais il y a une contradiction si on voit les choses en termes de local territorialisé avec une frontière et bornée. Mais évidemment, chacun parle à partir de son expérience, de l'expérience des proches, des injustices qu'on a vécues. Et on est donc à la fois piégé par le discours français de l'État-nation, que l'on peut faire bouger si on va ailleurs en Europe, mais en plus par une posture scientifique qui confond local et situé. On parle toujours d'un endroit et on lutte contre des injustices qui sont à un endroit précis, avec des gens, avec des souffrances. C'est pas pour autant que, et si on prend cette acception-là, on n'est pas du tout... on ne rencontre aucune limite territoriale et on rencontre les mêmes injustices ailleurs. Et on n'est pas confronté à ce problème de la frontière. Oui, c'est peut-être une remarque qui va un petit peu dans le même sens, mais dit autrement que ce que vient de dire Michel, à partir de ce qui est plus mon savoir d'historienne de la Révolution française et de façon générale plutôt du XVIIIe siècle. Je pense qu'effectivement,
mais c'est le problème un peu de toutes nos approches. On découpe des objets et on a aujourd'hui une polarisation forte sur les mouvements internationalistes et sur la puissance qui mène des groupes à utiliser des réseaux de solidarité internationaux pour sortir des situations de domination. Et peut-être que du coup, ça nous amène effectivement à oublier un petit peu le poids très très grand de ce qui s'est construit, alors peut-être pas seulement en France, mais au moins en Europe, dans l'Europe donc du 19e siècle, et justement cette matrice nationale comme espace politique, comme espace du politique, et donc pas comme espace dans lequel les solutions, y compris émancipatrices, doivent se trouver. Alors, par rapport à ça, effectivement, le marxisme a été, ou d'autres courants socialistes, des sorties, moins des sorties théoriques de ce cadre, en montrant bien la dimension aliénante et violente avec le conflit des impérialismes qui se déploie au XIXe siècle. Mais en même temps, justement, jusqu'au moins la révolution bolchevique, ça reste quelque chose de très très minoritaire, et donc c'est par rapport quand même à ce modèle qui, je crois, pèse encore sur nous tous, et qui est terriblement contraignant, pour toutes nos pensées, que peut-être ce que vous avez tous exposé aujourd'hui fait beaucoup de bien, parce que ça nous parle effectivement de ces tentatives pour sortir d'une soumission à ces cadres. Et peut-être la question que je voulais un peu vous poser à tous, c'est justement comment des groupes, et c'est peut-être ça qui est extraordinaire dans les pays dominés, des groupes relativement larges peuvent échapper à cette matrice, et notamment par une circulation internationale dans des conditions qui ne sont pas celles d'aujourd'hui, très, très contraintes, très longues, très lourdes, etc., peuvent sortir de cette matrice et produire autre chose dans la pensée et dans l'action, vous montrez bien les deux dimensions, et c'est ça qui est révolutionnaire, évidemment. Alors, ma question, c'était un petit peu, c'est un peu là-dessus, à la fois remettre ce mouvement extraordinaire dans... c'est peut-être ça, le Parti communiste, à un moment, il décide de ne plus être minoritaire. Du coup, de reprendre ce qui est dominant dans la société, dans les sociétés environnantes, et notamment cette matrice nationale comme cadre émancipateur possible. Mais donc c'est autour de ça, et ça m'a fait penser au fait que peut-être vous avez présenté des individus. Donc je voulais un peu vous interroger là-dessus, sur justement, ça a été beaucoup critiqué d'ailleurs, ce rôle donné à quelques figures. Certains ont dit légende, pas légende, etc. Est-ce qu'il s'agit de forces sociales, justement, en termes marxistes, ancrées dans des conditions, etc., de société? Et quelle est par rapport à ça cette place, justement, d'individus extraordinaires, quelques mois de pouvoir, etc., et en même temps qui marquent des mémoires collectives et peut-être des sociétés, etc. Donc c'est autour de ces questions qui nous ont quand même pas mal travaillé, peut-être sur lesquelles vous nous donnez l'occasion de revenir, et puis qui nous passionnent tous. Donc, par rapport à ces figures, donc je pense que c'est des raisons, dans les ouvrages, par exemple, de Bachir Ben Barka, de Galisso, il y a aussi beaucoup d'autres figures, comme je pense à Didar Fauzi, des gens aussi comme Robert Davzi, Jorge Marcetti, qui va faire le lien entre la presse, l'Amérique latine, l'Algérie, et la figure aussi très importante de Michel Firk, des personnes aussi comme Mario de Andrade, qui vont faire le lien avec des revues comme Souffle, et aussi toute cette constellation-là. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. Tu en avais parlé, je crois, une autre fois. Bachir, c'était... on se connaît, en fait, c'est pour ça que je le tutoie, je me permets de dire. Donc, Bachir, et c'était cette idée aussi d'aller au-delà un peu de la figure, un peu du leader, c'est de rappeler l'essence même du mot OSPAL, la tricontinentale, qui est l'organisation de solidarité des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, avec aussi l'idée d'aller vraiment au-delà, d'être vraiment de trouver des courbes de transmission, des zones d'échange. On a vu aussi, on prend un film comme Le Glas, comme je suis sur le cinéma à la base,
avec participation de René Vauthier, Djibril Diop-Mambéty, la musique, c'est afro-américaine, c'est Koto, le peintre sud-africain. On a vu à travers l'art ces circulations, ces échanges. Et donc, c'est vraiment l'idée, par rapport à aujourd'hui, d'avoir un regard critique. C'est parce qu'on entend souvent aussi le thème de la censure. Je suis très sensible. J'ai vu, donc on a vu aussi les manières, le cinéma parallèle, comment est-ce qu'on a construit des choses alternatives par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a eu aussi, par rapport à cette question du national et l'international, il y a vraiment une question, une espèce d'angle mort qui sont toujours étudiés, qui sont vraiment ce rapport populaire. Alors, il y a aussi la question de l'ici et de l'ailleurs. Enfin, il y a énormément de pistes, mais c'est vraiment ça. Alors, c'est vrai que peut-être que reprendre la notion de peuple, c'est pas une catégorie certes marxiste, je veux dire, mais d'avoir vraiment une base populaire. Et ça va un petit peu dans ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à cette question aussi de porter ce projet émancipateur, anti-impérialiste, et qui va au-delà du nationalisme. C'est quelle force sociale, en fait, quel nouvel internationalisme pourrait naître par rapport à ça. Et ça me semble aussi une question pour le présent, quitte à brûler un peu les étapes par rapport au déroulé des autres jours. C'est quelque chose de très important. Voilà. Moi, je voudrais quand même poser la question de ça s'incarne. Et le fait que quand ça ne s'incarne pas, c'est aussi quand même une question à poser. Il y a un moment donné, si on parle de toutes ces figures et d'autres qu'on pourrait citer, mais qui sont quand même importants, et pourquoi justement, malgré tout, même si on veut que voilà, il faut parler de tout le monde et ne pas oublier les membres de la base, mais il y a quelque chose de l'incarnation, je pense, qui est quand même importante et qu'il ne faut pas négliger. Sarah, vous vouliez dire quelque chose ? Je pense qu'actuellement, il y a une démarche d'un collectif de chercheurs qui me paraît très intéressante pour l'histoire de l'Afrique, qui s'appelle Biographique, je crois. Non, Bioafrique, qui en fait est en train de faire une sorte de métron Afrique. Et à mon avis, je pense que ça pourrait être intéressant aussi d'être dans cette démarche d'un métron des mouvements. Enfin, c'est vraiment de rassembler des récits biographiques, de faire un ensemble dans lequel... Donc il y a ces personnalités, je pense que c'est en effet important d'avoir des gens en qui on s'incarne, etc., qui sont des sortes de modèles nécessaires, certes, mais aussi de construire une histoire. Et c'est pour ça que c'était très intéressant aussi, je trouve, le récit que tu as fait tout à l'heure sur Vita. Et je pense que si on construit toute cette histoire comme ça, aussi avec un mélange, voilà, de faire une sorte de métron un peu général de tout ça. Et ce travail, je vous conseille d'ailleurs de voir, ils ont un site, une hypothèse, je crois, de BioAfrique, qui est en train vraiment ils travaillent avec des chercheurs partout en Afrique pour faire des biographies de militants, même CGT, de Saint-Louis au Sénégal ou à Madagascar. Et il y a une histoire qui est en train de se construire là, tout à fait intéressante, autour notamment de Françoise Blum et Ophélie Rion. Voilà, donc je vous le conseille vivement. Et je pense que c'est une démarche bien aujourd'hui pour réécrire toutes ces histoires. Oui, je voulais aller un peu dans le même sens parce que c'est la réflexion que je me suis faite tout de suite à la question qu'ont en commun ces figures, c'est que c'est un mouvement qui se raconte par des figures. Et donc en fait, c'est le fait que nous aujourd'hui on se dise on n'aime pas trop ça, c'est aussi parce qu'on est acteur de notre temps et que peut-être qu'aujourd'hui on raconte plus nos luttes et notre histoire par des figures, mais à l'époque j'ai l'impression qu'il y a ce côté un peu anachronique ou disons ère du temps qui fait qu'à l'époque il y avait des héros, il y avait des grands hommes, oui, des hommes, et donc du coup beaucoup moins de femmes. Et donc, du coup, de aussi se remettre dans cette posture épistémologique-là particulière, parce que si on veut capter quelque chose de cette mémoire-là, faut en passer par son cheminement, quoi. Donc, je vais souvent parler à des jeunes de ce qu'on appelle les banlieues, là, les quartiers populaires. Ils sont à la recherche de figures. C'est pour ça que je parle d'incarnation. Je parle pas ça, je dis pas, c'est pas une question de modèle, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui à travers ce récit. Donc, quand on dit nous ne cherchons pas de modèle, je ne sais pas qui est ce nous, parce que je pense que notamment il y a une recherche aussi de figures qui racontent autre chose que ce qu'on raconte à l'école ou ailleurs, ou même et ce qui rejoint aussi ce que disait Sarah. Donc c'est pas nécessairement le grand leader qui a été assassiné, mais quelque chose qui fasse nom quand même, qui nomme.
qui nomme. Je pense que nommer reste quand même extrêmement important dans le processus d'émancipation. Et je crois aussi que ce sont, enfin pour ce qui est de Chimine en tout cas, ce sont des modèles d'abnégation. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont dévoué leur vie à leur cause. Et ça oui, ça compte aussi. C'est peut-être ce qui manque parfois aujourd'hui. Alors, pour des retouches à ce que j'ai dit, la première chose, suivre les itinéraires des militants, ça a été la grande entreprise du dictionnaire Métron. Et pour l'instant, l'expérience s'étend à l'Afrique, c'est très très bien. C'est parce que là, on peut suivre précisément à travers les itinéraires de militants qu'il faut croiser. Les récits de vie, c'est de la littérature. Les dictionnaires de militants, c'est de la sociologie historique. C'est pas la même chose. Et ça permet précisément de saisir les mutations, disons idéologiques pour aller très vite, et les mutations dans les pratiques aussi de l'action des luttes, quoi. Donc, la plupart des ce qui a été examiné, ça se trouve dans le dictionnaire Métron Maroc et dans le dictionnaire Métron Algérie. Donc vous pouvez lire les biographies que j'ai rapportées. Deuxième petite remarque, une petite touche pour Ho Chi Minh simplement. Nguyen Ai Quoc, à Paris, a écrit plusieurs articles dans le journal Le Libertaire, parce que sa formation première, c'est en quelque sorte une formation de syndicaliste révolutionnaire. C'est, comme on disait à l'époque, anarcho-syndicaliste. Et c'est pourquoi le mot paria du journal de l'Union intercoloniale, c'est un mot aussi qui vient du vocabulaire du syndicalisme révolutionnaire. Et il conservera cette espèce d'activisme dans l'engagement, même quand il sera obligé de négocier ses positions, soit avec l'internationale communiste, soit avec les partis communistes. Il y a toujours chez lui cette espèce de volontarisme premier. Et quand il a participé au congrès fondateur du Parti communiste français, quand la SFIO a voté le ralliement au Parti communiste français, il a demandé la parole. On ne lui a pas donné la parole. Il s'est levé, il a dit « Vos gueules, les parlementaires ». Vous voyez, ça, c'est un réflexe quasiment anard. Donc, c'était une petite touche pour Ho Chi Minh. Bon, la troisième chose, la plus importante, mais je ne veux pas redévelopper, j'ai présenté un schéma, donc c'est schématique, de l'histoire du marxisme, et non pas d'histoire du communisme français. C'est pas spécialement mon job. Donc, parce que l'adhésion à l'État national, ce n'est pas un fait français. C'est le fait de l'ONU, regardez. Un État, un peuple, un territoire. Comme s'il n'y avait que 193 peuples dans le monde ou 196 peuples dans le monde. C'est précisément ce fixisme de l'État national qui est de 1945, qui s'esquisse avant, mais qui est de 1945, qui fait les problèmes de révolte actuels, si j'ai pu dire, des minorités populaires. Parce que ce qui est dominant, c'est ce que j'invite à réfléchir, le communautarisme dominant aujourd'hui, c'est-à-dire la seule adhésion communautaire qui est partagée à grande échelle, parce que les autres sont minoritaires. Le communautarisme dominant, c'est le nationalisme. C'est le communautarisme dominant. Bon. Et c'est précisément pour là que deviennent les conflits qui éclatent aujourd'hui, puisque un peuple, un territoire, voire un peuple, un territoire, un État, et parfois même une langue, ben c'est l'enfer pour les minorités, l'enfer pour les peuples divisés. Voilà. Donc pour revenir sur les figures qui ont été évoquées aujourd'hui, je crois que bon, c'est vrai, on les évoque parce que c'était c'est des destins particuliers, mais je crois que si on les prend un par un, ils sont tous insérés dans un engagement, dans un projet collectif. Pour rester là aussi, par exemple, Lumumba, on ne devient pas Premier ministre par hasard. On devient Premier ministre parce qu'il y a certains mouvements qui portent ce combat et ses perspectives. Pour rester à Mehdi Ben Barka, son parcours, c'est le résultat aussi de ses origines sociales et aussi de son parcours
enfant de famille pauvre au Maroc dans un cadre colonial, mais aussi un parcours politique. On a souvent présenté Béni Ben Barka comme quelqu'un, comme un individu, comme une personne un peu isolée, ce qui est totalement faux, est toujours lié à ses camarades au Maroc, dans son parti, l'Union nationale des forces populaires, qui n'a jamais, donc qui a toujours tenu au courant de ses activités internationales, à qui il a voulu toujours faire participer à son action internationale, et il a toujours privilégié le collectif, le travail collectif et la mobilisation populaire pour faire aboutir ces projets. Quand il était à Alger, il avait un grand projet aussi collectif de former un centre d'école des cadres des militants du tiers-monde. Ça s'appelait le centre d'études et de documentation des mouvements de libération nationale. C'était un centre qui devait regrouper dans des sessions de formation idéologique, théorique, mais pratique aussi, des différents militants d'Afrique. C'est-à-dire sont des personnalités particulières, mais qui sont totalement insérées dans un projet collectif. Et c'est vrai aussi, leur parcours particulier, leur personnalité, en a fait aussi des cibles. Hein, là aussi, quand on regarde ceux qui ont été assassinés, ce n'est pas un hasard. Hein, parce qu'à un moment donné, bien sûr, c'est le mouvement social qui fait le progrès, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait des catalyseurs. Et ce sont ces personnalités qui ont été à un moment donné, qui ont fait, je dirais, des sauts qualitatifs à leur lutte, à leur combat, qui ont été ciblés. Et ça aussi, c'était l'une des raisons objectives de l'affaiblissement du mouvement de libération, du mouvement révolutionnaire. Mehdi Ben Barka, Amilcar Cabral, Lumumba, le Tché, etc. etc. Hein, donc, et on parle d'eux aussi à cause de ces destins particuliers, mais il ne faut pas qu'on occulte toute la dimension sociale de leur combat. Pour poursuivre sur la lancée de ce que vient de dire Pierre Bouvier, je voudrais dire deux choses. D'abord, ce n'est pas sans arrière-pensée qu'on a organisé une table ronde sur des figures des mouvements de libération. Il y a une interrogation qui demandera peut-être d'autres recherches, mais qui est en arrière-fond de tout ça. Est-ce que l'on n'était pas à l'époque dans un contexte de conception de l'action, de la prise de décision, de la dynamique des mouvements de libération qui faisait jouer un rôle énorme aux leaders charismatiques et qui donc a permis, en décapitant, d'affaiblir considérablement les mouvements de libération, mais il y avait une conception, je mets ça en débat, hein, je n'ai pas la connaissance pour être affirmative, mais donc ça me paraît être une question qu'on doit se poser. Les modes de fonctionnement interne des mouvements de libération faisaient une très grande place au top-down, au rôle des leaders qui dirigeaient. Et si la dernière table ronde s'intitule, même si l'un des théoriciens de cette question ne sera pas là, Étienne Tassin, aujourd'hui des héros ordinaires, c'est en lien avec ça. Est-ce que aujourd'hui la question fondamentale n'est pas justement de s'interroger sur la faiblesse de ce mode d'organisation qui est très vertical, très pyramidal, très hiérarchique, au profit de choses qui ne donnent pour l'instant rien de tangible du point de vue du changement social, évidemment, mais qui est une autre conception de la citoyenneté. C'est-à-dire, c'est un mot qu'on n'a pas employé aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans ces figures que l'on a évoquées, c'est non pas le déterminisme social, certes, c'était des acteurs collectifs, certes, on peut trouver des explications à leur engagement, mais c'est des gens qui ont pris des risques, qui étaient citoyens, qui n'étaient pas sûrs de gagner, qui ont parié, qui ont perdu. Et ça, c'est un appel à chacun d'entre nous. Partout où on est, on peut se constituer en citoyen. Et il me semble qu'il y a un bouger entre cette époque des années 60 et aujourd'hui où, c'est pour ça qu'il y a l'expression citoyen ordinaire, on voit proliférer des actions et des acteurs qui s'engagent dans une autre forme de citoyenneté que celle des années 60. Et donc,
en polarisant cette table ronde sur des figures extraordinaires des mouvements de libération, en passant à la dernière table ronde sur des héros ordinaires aujourd'hui, il y a cette idée de s'interroger sur les modes de fonctionnement différents entre les mouvements de libération des années 60 et ce que l'on voit, non pas émerger, mais ce qui se passe aujourd'hui. Mais je voudrais dire que, par exemple, le ciblage de figures pour assassinat, ça se poursuit. Je veux dire, les leaders amérindiens, je veux dire, partout en Inde ou en Asie ou en Amérique latine, ici même des personnes qui commencent à critiquer aussi, par exemple, la forme que les pratiques antiracistes, les politiques antiracistes en France avaient pris sont absolument ciblées au point qu'on en parle même à l'Assemblée nationale. Donc il me semble que cette question de cibler des personnes fait partie aussi des stratégies d'État qui ont besoin justement de trouver une tête pour la couper aussi. Donc il y a, je veux dire, ça va dans les deux sens. Il y a peut-être l'organisation verticale d'organisation, mais il y a aussi le fait d'identifier des personnes pour leur couper la tête, pour d'abord quand même instiller la peur, c'est quand même une grande stratégie, et puis de cibler des personnes. Enfin, moi j'ai un peu une expérience, c'est quand même très particulier d'être ciblé, d'avoir le nom qui devient quelque chose qui est à abattre. Et ça, je pense, c'est quand même une stratégie d'État très ancienne et qui n'a pas disparu, elle. Absolument pas disparu. En général, elle est absolument présente. Non, c'était juste une remarque, mais très très courte par rapport à ce que vient de dire Françoise Vergès. C'est couper effectivement, comme vous dites, cibler des figures. Et en ciblant ces figures, c'est aussi couper les modalités possibles d'organisation. Parce que ce n'est pas que le fonctionnement d'un collectif, c'est aussi comment est organisé. Et ce dont, évidemment, craignent un certain nombre de gouvernements et autres, c'est comment vont-ils s'organiser et qui va les organiser. Voilà, c'est tout. Je pense que cette question de mise en avant des individus à une époque, les années 60, et la mise en avant d'héros ordinaires est en lien aussi avec la visibilité permise par les médias. C'est essentiel. La question de comment, dans les années 60, on rend visible par la presse. On l'a vu avec le Tché, l'image du Tché, de Lumumba, par la presse, par certains films, par des tracts. Et puis aujourd'hui, quels sont les réseaux, quels sont les moyens de communication immenses où chacun peut être un héros ordinaire au quotidien. Et ça, c'est une question à lier directement avec cette réflexion sur qui rend-on visible et qui est ce on d'ailleurs qui rend visible. Oui, qui est ce on qui rend visible. Parce que la répression, elle continue à exister et elle est absolument brutale. Elle ne s'arrête pas du tout. Donc, parfois, j'ai l'impression, quand on parle comme ça, on pense peut-être à la France où tout est, je dirais, apparemment tranquille, mais ailleurs, c'est d'une brutalité, ça reste d'une brutalité absolue, même en France. Je trouve qu'il n'y a pas du tout d'apaisement. Au contraire, il y a un renouvellement de la violence et de la brutalité, comme il n'y en a pas eu depuis longtemps. Et d'une certaine manière, j'ai aimé comme ça une hypothèse, le fait, par exemple, toutes ces personnes dont on a parlé, beaucoup étaient assassinées, et leur assassinat a été devenait un scandale et quelque chose de public. D'une certaine manière aussi, en aplatissant tout et que c'est complètement horizontal, transversal, il n'y a plus non plus la dénonciation du crime d'État, pour reprendre. Non, mais je suis pour la conversation, donc je lance des propositions. Je ne lance pas des vérités absolues. Mais je dis simplement, c'est juste aussi pour garder les deux, justement. Garder les deux et voilà, c'est garder les deux. Je voulais rebondir aussi toujours sur ce même débat avec une approche un peu plus... Moi, j'aime beaucoup Foucault, qui a été très, très critiqué pour son approche sur l'Iran, mais ça, c'est complètement autre chose. Et je trouve que c'est un outil formidable. Mais du coup, la question de la subjectivation politique, je trouve qu'elle est intéressante comme
à travers cette table ronde qui se focalise sur les figures, parce que ça nous permet aussi de... Enfin, je trouve que ce qui se dégageait en filigrane, c'était les qualités morales. Ce matin, il y a un des intervenants qui parlait d'intériorité, etc. Mais il y a vraiment à ce moment-là, le charisme ou le côté fédérateur de ceux qui fédèrent est aussi beaucoup attribué à des qualités morales qu'on leur reconnaît, d'honnêteté, de résistance, de courage. Et donc du coup, tout ça opère une subjectivation politique. Enfin, ça cristallise des subjectivités politiques autour aussi d'enjeux pas seulement stratégico-politiques, mais aussi éthiques et moraux. Et donc, le fait que cette dimension-là soit ou peut-être elle est présente, cette dimension, mais elle est encore plus visible quand on quand on fait ressortir ces figures, parce que je pense que ça avait un rôle important. C'était juste un petit rapport par rapport au fait qu'au niveau artistique, c'est vrai que souvent ces figures-là sont aussi très exploitées en fait sur la scène et permettent en fait une identification souvent dans des spectacles militants par rapport à ça. Donc ça c'était un petit... Et ce encore vraiment aujourd'hui, notamment au Burkina Faso par exemple, avec quelqu'un comme Serge Aimé Coulibaly qui reprend des grandes figures comme ça et qui justement pour lui c'est ce qui fait briller les yeux des jeunes. Il dit pourquoi il fait ça en fait. Donc c'était un peu j'en reparlerai un peu demain dans ma communication. Et c'était une question aussi par rapport à l'aspect historique. On sait que la guerre d'Espagne et les militants justement anarcho-syndicalistes ont beaucoup influencé la résistance française. Et vous avez parlé un petit peu en filigrane de l'importance de la résistance par rapport justement à ces journées tricontinentales comme une espèce de base un peu pour beaucoup de personnes qui ont participé. Est-ce que vous avez un peu plus d'informations sur ces participations en fait anarcho-syndicalistes dans la tricontinentale? Est-ce que ça a eu une influence ou est-ce qu'on s'est vraiment limité au Parti communiste? C'est vraiment, c'est pas ce que je connais pas, je suis désolée, assez, mais c'est une question de... La littérature sur l'anarcho-syndicalisme et sur même le trotskisme et sur le communisme dans la guerre d'Espagne est énorme. Elle est terriblement répétitive, mais elle est énorme. Et vaut mieux encore finalement les images de Kagan et les films que toute cette littérature. Mais je voulais ajouter quelque chose dont on n'a pas parlé. Le Front populaire, qui s'appelle Front National, c'est une traduction française, Front populaire, ça veut dire Front National. Donc, et c'est comme ça que ça a été proclamé en mai 1941. Le programme, c'était le programme du ralliement au Front National contre le fascisme, c'est ça. La légitimation du ralliement à l'idéologie nationale est en quelque sorte justifiée par l'antifascisme. C'est le sens valable en quelque sorte qu'a cette action. Mais l'antifascisme après ça est devenu d'abord... le mot fascisme est devenu n'importe quoi, mais la justification a disparu. Et en quelque sorte, le nationalisme, le ralliement au nationalisme continue alors qu'il n'a plus sa justification des années de 1935-1936. Et il est devenu une espèce de repli sur toutes les défenses nationales dans la phase réactionnaire dans laquelle nous sommes. Moi, je tremble toujours quand j'entends la formule que ressasse la gauche, en particulier les gauches, les valeurs nationales. Mais en quoi ça a un sens, les valeurs nationales? Ça n'a absolument aucun sens. Donc voilà. Vous avez parlé d'une guerre civile avec le Sud, mais il y a eu 500 000 soldats américains au Vietnam. Et la 7e flotte, son budget était supérieur au budget de la Belgique. C'était les deux. Oui, tout à fait. Je sais bien, ce n'est pas une critique, c'est juste pour comprendre. C'est pour comprendre. Et pour terminer, la défaite américaine au Vietnam, son impact, ses conséquences sont telles pour tous les peuples du monde opprimés qu'il faut bien réfléchir.